Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, qui sont les Minoens? Grande question que celle-ci, car nous allons aborder un thème complexe lié à la proto-histoire et au début de l'histoire, une période sans écriture ou alors sans écriture déchiffrée, et une période qui est propice aux interprétations les plus diverses, voire même aux légendes. Car il faut bien voir que des découvertes récentes permettent de jeter un regard neuf sur les origines et la disparition des Minoens de Crète, deux sujets qui ont longtemps gardé une grande part de mystère. Alors, les Minoens sont un peuple de la mer Égée, de l'âge de bronze, ayant eu des contacts poussés avec la Grèce continentale, autrement dit les Mycéniens, mais sans être à proprement parler des Grecs, ni même des Indo-Européens selon la tradition historique. Alors on peut même lire des articles qui opposent les Mycéniens, des Indo-Européens aux mœurs guerrières, aux Minoens, des non-Indo-Européens aux mœurs pacifiques et raffinées. Pour autant, il s'avère que ces deux populations furent très semblables, en tout cas génétiquement parlant. Alors revenons aux bases. Alors, la civilisation minoenne est considérée comme la première civilisation d'Europe. Elle se développa sur l'île de Crète et sur une partie de la mer Égée pendant l'âge du bronze, de 2700 à 1200 avant notre ère. Elle tire donc sa dénomination du roi légendaire Minos et fut révélée au monde par l'archéologue anglais Arthur John Evans au début du XXe siècle. C'est l'archéologue qui a fouillé le site de Knossos. Mais on ignore par quel nom les Minoens se désignaient eux-mêmes, sachant que leur première écriture, donc on appelle le linéaire A, n'a jamais été déchiffrée. Là, la tradition veut que les Minoens soient les descendants d'un peuple venu d'Anatolie vers 2700, et qu'ils firent prospérer une civilisation préexistante qu'on peut rattacher à la civilisation cycladique, donc qui habitait l'archipel des Cyclades. Mais il faut bien voir que des découvertes génétiques ont jeté un regard neuf sur ses origines. En fait, c'est une étude paléogénétique récente qui a été réalisée donc, en 2017 par une équipe de haute volée réunissant des chercheurs de l'Université de Washington, de la faculté de médecine de Harvard et de l'Institut Max Planck, ainsi que des équipes d'archéologues en Grèce et en Turquie. Alors elle montre en fait que les Minoens et les Mycéniens sont très proches génétiquement parlant. Sachant que les Mycéniens, bien sûr, vivaient à l'époque en Grèce continentale, autour du Péloponnèse, à l'âge du bronze, et que ces Mycéniens sont traditionnellement considérés comme la première civilisation véritablement grecque. Je passe au document suivant, où vous voyez les magnifiques fresques visibles au musée d'Héraclione. C'était des maîtres de l'artisanat, des maîtres aussi de la couleur, et on est saisi par la beauté et la modernité de leur artisanat ou de leur fèvrerie. Si un jour vous avez l'occasion d'aller au musée d'Héraclione, c'est absolument fabuleux, on en prend plein les yeux. Alors pour revenir à cette étude paléogénétique, elle est basée en fait sur le séquençage d'ADN du génome pris sur les restes de dents d'habitants de l'âge du bronze, de la Grèce continentale, de la Crète et de l'Anatolie du Sud-Ouest. Alors, les conclusions, qui ont été quand même assez intéressantes et qui ont été publiées dans le magazine Nature, les populations minéennes et mycéniennes sont issues en fait d'un mélange entre les premiers agriculteurs du néolithique présents en Anatolie occidentale, pour les 3/4 de leur ascendance, et d'une population venue de l'Est, Iran ou Caucase, qui est arrivée en Anatolie à partir de 3800. Donc cette composante, on dirait orientale, ne représente que 10% du total. Alors, les Mycéniens se différencient néanmoins des Minoens
par une composante supplémentaire venue du nord, liée probablement aux migrations de population depuis les steppes pontiques, c'est les fameux Yamna, appelés aussi proto-indo-européens. Donc je vous renvoie à une autre de mes vidéos au sujet des Yamna. Et donc ces migrations depuis les steppes se situent donc entre le 4e et le 2e millénaire avant notre ère. Donc autrement dit, pour résumer, les Minoens descendent principalement des premiers agriculteurs du néolithique présents en Anatolie. Donc il y a bien, comme la tradition l'exigeait, une origine anatolienne. Et chez les Mycéniens, il y a bien une composante qu'on peut qualifier d'indo-européenne, même si elle ne représente que 10% du génome, sachant que le terme d'indo-européen renvoie plutôt désormais à des données linguistiques et moins raciales. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. En tout cas, cette composante indo-européenne chez les Mycéniens pourrait suffire à expliquer la prédominance de l'aristocratie guerrière, comme le montre si bien l'Iliade, parce qu'il est clair que les Mycéniens avaient des mœurs plus aristocratiques et guerrières que les Minoens. Donc Minoens et Mycéniens sont donc génétiquement différents des peuples proto-grecs qui peupleront par la suite le monde égéen, comme principalement les Ioniens, qui donneront les Athéniens, ou les Doriens, qui donneront les Spartiates. Chez les Ioniens ou les Doriens, ou les Macédoniens par exemple, la composante eurasienne est beaucoup plus marquée. Parce que là où c'est un peu complexe à comprendre, c'est que les vagues migratoires indo-européennes se font par vagues successives. Ça se fait sur des siècles, voire des millénaires. C'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre. Donc en tout cas, il faut être clair qu'il n'y a pas de composante indo-européenne chez les Minoens, mais il y a un fond commun qui vient d'Anatolie avec les Mycéniens. Alors en tout cas, c'est clair que cette étude montre définitivement qu'il n'y a pas d'influence égyptienne ou phénicienne chez les Minoens ou les Mycéniens, contrairement à certaines théories avancées autrefois. Alors évoquons maintenant quelques généralités au sujet des Minoens. Donc on a déjà dit que c'était des maîtres dans l'art de l'orfèvrerie, de l'artisanat, des fresques ou de la construction des palais, mais c'est surtout les précurseurs de l'écriture en mérégée et même en Europe, selon l'échelle employée. Là, on peut voir leur écriture dite linéaire B. Alors, peu avant la fondation des palais crétois, vers 2000, apparaissent des combinaisons de signes qui constituent une forme d'écriture que les savants appellent les hiéroglyphes minoens. Alors, leur écriture, appelée le linéaire B, donc qui a été déchiffrée, apparaît, elle, vers 1375, et elle est utilisée pour écrire du mycénien, qui est une forme archaïque du grec ancien. Car il faut voir que les Mycéniens prirent le contrôle de la Crète au XVe siècle. Alors l'écriture du linéaire A, qui est plus ancienne, n'a par contre jamais été déchiffrée, en raison de la brièveté des inscriptions retrouvées. Parce que les inscriptions connues en linéaire A totalisent environ 8000 signes, ce qui est très peu. Il en faudrait le triple pour pouvoir mener des investigations sérieuses. En comparaison, le linéaire B a été déchiffré à partir d'un corpus de 30 000 signes. Alors, une hypothèse rattache le linéaire A à la famille des langues sémitiques. Une autre hypothèse rattache le linéaire A à la branche indo-iranienne de l'indo-européen. En tout cas, le linéaire B écrit de l'indo-européen, vu que c'est du mycénien, ancêtre du grec. Alors, voyons maintenant rapidement les aspects politiques. Les Minoens organisèrent leur société autour de grands palais, dont le plus connu est celui de Knossos. Alors, on peut voir ici la fresque des dauphins qui était trouvée dans le palais de Knossos. Magnifique œuvre d'art, d'une modernité saisissante. Donc, parmi ces palais, le plus connu est bien sûr celui de Knossos, qui a été fouillé par l'archéologue Evans. Et la complexité architecturale du site pourrait être à l'origine du mythe du labyrinthe, construit donc par Dédale pour abriter le Minotaure, qui est né des amours de Pasiphae, l'épouse de Minos, et d'un taureau blanc envoyé par Poséidon.
Alors à voir que les archéologues au début du XXe siècle ont voulu reconstituer une partie du palais de Knossos, donc c'est un petit peu du sabotage, on dira, parce que quand on va visiter maintenant Knossos, on voit des colonnes de couleurs, qui sont évidemment pas du tout d'époque, hein, qui sont des reconstitutions. Alors maintenant, ça nous paraît totalement dingue de faire ça, mais bon, à l'époque, ça se faisait. On va dire qu'ils ont un petit peu saboté le site de Knossos. Bon. Alors, il semblerait que les Mycéniens furent un peuple euh, pacifique. Alors déjà, il y a très peu de fortifications. Alors certains pourraient dire, il y avait une fortification naturelle, hein, c'est une île relativement éloignée de la Grèce continentale, donc c'était une île forteresse, donc ils n'avaient pas besoin de construire des enceintes autour de leur palais, mais en tout cas on a retrouvé peu de vestiges d'armes, d'armures ou de traumatismes liés à la guerre, donc certains pourraient considérer que c'est un peuple relativement pacifique si on compare aux Mycéniens. Alors c'est un peuple de marins, de marchands, d'artisans, avec une iconographie non dénuée d'un certain érotisme, comme on peut le voir ici. Là aussi des fresques trouvées euh, dans le palais de Knossos, où on voit donc des femmes court vêtues. Alors tout ça n'empêchera pas hein, les sacrifices d'enfants, hein, qui ont été attestés par les archéologues, sacrifices d'enfants qui pourraient être à l'origine de la légende du Minotaure, hein. On imagine un prêtre avec un masque de taureau qui sacrifie des enfants. Bon, il n'y a pas de preuves formelles forcément par rapport au sacrifice d'enfants, c'est un peu comme les Carthaginois, mais enfin en tout cas on a retrouvé des nécropoles d'enfants. Alors à savoir si ils ont été tués ou pas avant, c'est difficile de le prouver. Alors évoquons en conclusion le déclin et la disparition des Minoens, disparition qui a été l'objet de nombreuses hypothèses et qui est, pour la légende, on va dire, le commun des mortels, lié à l'éruption du volcan de Santorin, mais on va voir, rien n'est moins sûr. Donc on remarque que vers 1700, une grande catastrophe détruisit les trois grands palais de Crète. Alors, selon toute vraisemblance, un tremblement de terre qui toucha plusieurs pays euh, d'Anatolie à la même période. Alors, vers 1450, les palais furent de nouveau détruits, marquant le début du déclin des Minoens. Donc pendant longtemps, ce tremblement de terre fut associé à l'explosion du volcan de Santorin, que les Grecs appellent aussi Terra. Alors c'est pas vraiment, enfin c'est pas une éruption classique, on dira c'est l'explosion d'une caldeira, donc d'une chambre magmatique, explosion qui a entraîné une série de séismes dévastateurs et de tsunamis hein, qui ont déposé une couche de cendres volcaniques et déclenché des puissants raz-de-marée qui ont balayé toute la côte nord de la Crète. Et d'ailleurs, certains considèrent que cette catastrophe serait à l'origine du mythe de l'Atlantide, repris plus tard par Platon. Alors, bien voir qu'en fait, on remet pas du tout en cause, bien sûr, l'éruption de Santorin qui est attestée, mais elle aurait eu lieu en fait bien avant la fin des Minoens, 2 siècles avant. Alors, elle aurait peut-être eu un impact, certes, mais enfin, ça n'a pas précipité la chute finale. Parce qu'en fait, les archéologues estiment désormais que l'explosion donc du volcan a eu lieu 2 siècles avant la fin des Minoens. Et alors, certes, il y a encore des débats sur la date précise, parce que la datation traditionnelle la situe vers 1500-1550, par l'étude comparée des vestiges de céramique. Mais d'autres méthodes peut-être plus fiables, plus scientifiques, basées notamment sur le carbone 14 ou la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude des vestiges des arbres, indiquent des dates plus anciennes, vers une période située entre précisément 1628 et 1600. Alors des travaux plus récents orientent vers une fourchette chronologique un petit peu plus récente, hein, 1620 à 1560. Alors cette éruption a laissé des traces visibles dans une grande partie du bassin méditerranéen oriental. Et en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que la période de l'année, par contre, est connue précisément. On sait que ça a eu lieu durant l'été, en juin et juillet. Et ça, on le sait par l'analyse du contenu de jarres qui ont été ensevelies donc, par les cendres, basées en fait sur le cycle de vie des insectes, ainsi que sur la connaissance des méthodes agricoles locales. Donc, ce qui a permis de précisément dater l'éruption
au cours des mois de juin-juillet. Alors en tout cas, la ville de Knossos, qui est située à l'intérieur des terres, fut épargnée par le raz-de-marée dont on a parlé. Alors, d'après certains chercheurs, l'éruption est l'une des origines possibles du mythe de l'Atlantide, mais aussi d'ailleurs l'origine du mythe des 10 plaies d'Égypte, hein, qui selon l'Ancien Testament furent infligées à l'Égypte en exigeant que le pharaon laisse partir les Hébreux. Alors, ces hypothèses ne font pas l'unanimité. Alors en tout cas, l'impact global, et en particulier climatique, de l'éruption fait encore aujourd'hui l'objet de débats avec des évaluations peut-être un peu plus nuancées. Parce que, en tout cas, on a bien compris que, vu la chronologie, cette catastrophe n'aurait pas suffi à expliquer la destruction de la civilisation minoenne, même si on imagine bien les conséquences indirectes importantes d'une telle éruption. Alors à voir aussi qu'il ne faut pas confondre avec une éruption qui aurait lieu vers l'an 1000, l'éruption d'un volcan en Islande, hein, qui aurait précipité la fin de l'âge de bronze, notamment le déclin des Mycéniens. Ça, c'est encore un autre problème, hein, l'impact climatique à la fin de l'âge de bronze lié à l'éruption d'un volcan en Islande. Donc il ne faut pas confondre les volcans. Donc la destruction des palais minoens, et ensuite donc de la civilisation minoenne, serait issue en fait de la conjonction de différentes catastrophes et de différents facteurs intervenus sur un intervalle d'un siècle ou 2 siècles. Donc certes, séismes et tsunamis comme on l'a vu, des incendies qui ont été attestés, notamment des palais, la conquête mycénienne à partir de 1500, et des révoltes contre l'aristocratie. Alors en fait, de nombreux sites minoens furent abandonnés au XVe siècle, et tous les centres palatiaux semblent avoir été détruits et incendiés, sauf celui de Knossos, qui fut définitivement abandonné plus tard que vers 1200. Donc dans certains villages, les seules demeures qui ont été détruites sont celles des gens importants, c'est des grandes demeures, ce qui laisse à penser qu'il y aurait eu soit des conquêtes, hein, qui auraient éliminé, on va dire, les aristocrates, ou des révoltes populaires. Donc vers 1150, les grands centres mycéniens furent à leur tour dévastés par des tribus du nord-ouest de la Grèce, dont principalement les Doriens. Donc je vous renvoie d'ailleurs à une autre de mes vidéos au sujet des Doriens. Doriens qui sont clairement mentionnés en Crète dans l'Odyssée d'Homère. Donc vers 1100, hein, la Crète fut donc à son tour touchée donc, par l'invasion ou les migrations doriennes. Pour autant, la population minoenne n'a pas disparu du jour au lendemain. Elle s'est mélangée et fut absorbée par les tribus doriennes, notamment ça se voit à travers les langues, hein. Les Crétois vont adopter le dialecte dorien. Donc finalement, en conclusion, les Minoens ne sont effectivement pas des proto-grecs génétiquement parlant, mais ils ressemblent à 80%, on dira, génétiquement aux Mycéniens, même si ces derniers ont une composante issue d'une lignée eurasiatique qu'on peut qualifier d'indo-européenne, sachant que les peuples de Grèce continentale se sont mélangés avec les peuples d'Eurasie et de la steppe pontique avant et après l'époque des Minoens et des Mycéniens, par vagues successives. Donc je parle là ici des Doriens, des Éoliens, des Achéens ou des Macédoniens. Donc tout ça pour dire que les origines de la civilisation grecque et des proto-grecs sont loin d'être faciles à appréhender, même si l'étude de la génétique nous montre, on va dire, l'influence, en tout cas des populations d'Anatolie, voire même du Caucase, dans le peuplement de la Grèce à l'âge du bronze. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, je vous remercie, et je vous dis à bientôt.